je suis Yannick Leguerne et vous êtes sur Radio We Do Biz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. Love was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Entreprendre, c'est s'approprier le monde, le bâtir, le faire évoluer pour soi et pour les autres. Une émission aujourd'hui avec Michel Salov-Coste. Notre émission présente des entrepreneurs, mais pas que. Des gens, des hommes, des femmes. Non, c'est un peu court, un peu simple. Nietzsche nous aurait enjoint à devenir des artistes philosophes ou des philosophes artistes. C'est ce que sont nos invités. Ils apportent un regard sur l'homme et la société et initient des débats tant sur la connaissance, l'esthétique que l'éthique, la manière d'entreprendre, mais pas que, sur la manière de vivre ensemble, de vivre dans le monde. Ces entrepreneurs, artistes, philosophes illustrent la naissance d'esprits libres, hors normes, animés de volonté et construisant avec exigence, conscience et humanité leur rapport au monde. Leur recherche est juste celle d'une vérité intime, souvent inconsciemment généreuse et humaine, universelle. Ils sont ce que Burckhardt aurait appelé des grands hommes, ceux qui incarnent l'esprit du temps, d'une époque, pour laisser un message impérissable, une trace, par ce qu'ils montrent, ce qu'ils font, mais surtout par ce qu'ils sont. L'énergie de nos invités défie toute norme. Après la fin de l'histoire et la mort des idéologies, la fin des croyances et des révolutions, il nous faut entrer dans l'ère de l'évolution positive, du désir de l'éros, du retour aux interrogations fondamentales, essentielles, du renouveau des rêves et des idéaux, de la réalisation et des engagements individuels et collectifs. Notre émission représente ce changement des manières de voir, de penser et d'agir, hors des dogmes. Nous mettons en lumière des gens ordinaires ou extraordinaires, aux idées et aux comportements simplement humains. Doux, beaux, tendres, montrant que nous pouvons faire de nos vies un art, être les poètes de nos existences, changer le monde et bâtir ensemble une humanité meilleure, car ensemble tout devient possible et que le changement, c'est maintenant. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to Nous recevons Michel Salov-Coste, homme de réflexion, philosophe artiste et artiste philosophe s'il en est, humaniste, fondateur du Club de Budapest, de l'Université intégrale et de Design Me a Planet. Attention, cet homme comprend le monde et s'engage pour l'améliorer, le faire évoluer. Bonjour Michel. Bonjour. Alors qui êtes-vous? D'où venez-vous? Alors, qui je suis, c'est bien difficile de le dire, mais en tout cas, effectivement, l'introduction de l'émission en dit déjà beaucoup. Je me suis intéressé très très jeune à la philosophie. Quand j'ai eu mes premiers cours de philosophie, ça a été une sorte de révélation. Et depuis, j'ai continué à lire et à travailler et à étudier dans ce domaine, notamment avec Gilles Deleuze, qui a été un de mes professeurs à l'université. Mais j'ai toujours voulu avoir ce côté philosophe, certes, mais aussi un côté plus lié à l'action. Et je voulais faire de la philosophie une expérience aussi. J'étais très touché par le mot de Malraux qui dit un philosophe, c'est pas simplement un intellectuel, c'est pas simplement quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un aussi qui se met à agir en cohérence avec sa pensée. Et cette cohérence entre l'action et la pensée me semble extrêmement intéressante parce que
eh bien à ce moment-là, l'action devient une expérimentation et permet aussi de faire évoluer la pensée. Donc il y a une sorte de dialectique entre la pensée et l'action qui me semble très très important. Et dans ce sens-là, un de mes premiers champs d'expérience, ça a été de faire en parallèle de mes études de philosophie un travail à l'École nationale des beaux-arts, un travail en tant qu'artiste, en tant que peintre d'ailleurs, plus précisément, enfin de médias plastiques, le fait de travailler avec mes mains, de devoir m'exprimer beaucoup plus par le cerveau gauche que par le cerveau droit, d'équilibrer les deux cerveaux, puisque j'avais une partie beaucoup plus réflexion logique, et une autre partie beaucoup plus intuitive, ça a été une expérience très très intéressante. Et puis ensuite, il a bien fallu que je gagne ma vie. Comme je ne voulais pas m'enfermer dans le côté purement scolaire, qui me semblait tout de même relativement limité par rapport à mes projets, j'ai cherché à travailler. Alors j'ai fait d'abord au début, j'ai eu du mal à trouver des emplois qui correspondait à mes études. Hein. Bon, j'ai toujours eu une activité d'artiste, mais enfin, c'était pas évident de gagner sa vie avec. Et d'autre part, l'activité de philosophe, c'était encore plus difficile. Donc, en fait, j'ai trouvé à l'époque quelque chose qui s'est révélé finalement assez intéressant, à la fois pour la réflexion et l'action, c'était de travailler comme conseil en communication. Donc j'ai fait de la publicité, ce qui m'a permis de découvrir le monde de l'entreprise, qui était tout de même assez éloigné de mes centres d'intérêt jusque-là. On a l'impression de se perdre à ce moment-là, ou non, pas du tout, de parce faire que quoi, de faire quelque chose d'intéressant? Pour moi, au contraire, j'étais très, au contraire, j'avais vraiment l'impression de rentrer maintenant dans les expériences réelles, de découvrir le monde réel, et de quitter ce monde un peu particulier de la philosophie et de l'art, qui est tout de même un peu à part. Et le fait de devoir écouter des dirigeants, comprendre leurs problématiques et élaborer des messages autour de ces problématiques, qu'ils soient d'ailleurs visuels ou des slogans, m'a semblé extrêmement intéressant. Ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre le monde réel, le problématique de l'entreprise, la manière dont on créait le désir, où on développait le désir chez les consommateurs, etc. Donc c'était très, 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 très intéressant. J'ai fait ça pendant environ une dizaine d'années. Et ça m'a permis d'ailleurs de gagner très, très bien ma vie, puisque à la grande perplexité de mes parents, en fait, je me suis mis à gagner beaucoup plus d'argent que mes frères qui avaient fait les grandes écoles. Et effectivement, compte tenu du fait qu'ils étaient convaincus qu'en faisant de la philosophie et les beaux-arts, je me perdais, ils étaient un peu étonnés. Alors ceci dit, dans les années 80-90, la publicité a connu une grande crise. Et en plus, moi, ça faisait 10 ans qu'entre guillemets, je m'amusais, parce que c'était tout de même assez amusant, ce monde de la publicité, des médias, etc. J'ai d'ailleurs jamais autant été efficace, puisqu'en fait, parfois j'élaborais un slogan en 5 minutes pour lequel on me payait un salaire d'un mois, donc c'était tout de même une très forte efficacité. Mais bon, ce monde de la publicité, d'abord, a commencé à me fatiguer. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous semblait... Parce que j'en avais fait le tour, en fait. Bon, la curiosité s'érodait un peu. Je commençais à bien connaître toutes les ficelles du métier. En plus, j'avais vraiment fait un peu tous les métiers, parce qu'au début, j'ai fait des slogans et des photos. Après, j'ai commencé à élaborer les stratégies, et à la fin je faisais plutôt de la copie stratégique, c'est-à-dire d'élaborer le cadre dans lequel on allait faire la communication. Et je me suis rendu compte qu'au fond, ce qui m'intéressait au-delà de tout ça, c'était justement la stratégie d'entreprise. C'est-à-dire, au fond, les décisions qui étaient prises en amont de la communication et qui aboutissaient à cette communication. Et j'avais envie de passer au-delà. Donc, j'ai commencé à proposer mes services plus en stratégie globale. Et en même temps, comme il fallait que en quelque sorte, je complète ma formation,
dans ce domaine. J'ai commencé à m'intéresser à la sociologie, à l'économie, à tous les éléments qui allaient me nourrir en tant que stratège global. Et j'en ai fait un livre qui est devenu très vite un best-seller, qui s'appelait à l'origine le management systémique de la complexité, mais qui est devenu le management du troisième millénaire, et qui est devenu on va parler un livre de référence à venir. Oui, alors on va en parler. Ça, c'est le côté plus applicatif. Et ce livre avec toujours m'a propulsé en quelque sorte dans la dimension de réflexion stratégique. Et à partir de là, pendant pratiquement 20 ans, j'ai fait un deuxième métier auquel m'avaient préparé les 10 premières années, mais qui était tout de même très différent, qui était en fait d'accompagner des équipes de direction pour construire leur vision stratégique. Et c'est dans ce cadre-là que, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une série de virages que l'entreprise prenait très très bien, que le monde évoluait évidemment de manière de plus en plus rapide et quelque part positivement, mais qu'il y avait tout de même un certain nombre d'aspects qui me faisaient de plus en plus me poser des questions sur le futur. Et ça a donné naissance à ce dont on va parler aujourd'hui, qui est Design Me a Planet. Alors, avant Design Me a Planet, vous continuez dans la pub, la communication stratégie. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Des envies d'ailleurs, d'autres expérimentations, toujours ce regard réflexif, distanciation, critique. Là, j'ai eu, je dois dire, 20 ans passionnantes. Bon, j'ai fait mon activité dans des cadres assez différents, parce que j'ai incorporé à un moment donné un des plus grands cabinets de conseil, qui était Bossard à l'époque, qui depuis a été racheté par Capgemini, mais qui était le premier cabinet de conseil européen. Donc ça m'a donné aussi une expérience dans le cadre d'un gros cabinet. Après, j'ai créé mon propre cabinet de conseil, et j'ai travaillé avec des petites entreprises, des moyennes entreprises et des grands groupes. Donc j'ai une diversité, y compris d'ailleurs aussi des ministères, et y compris la Commission européenne. Donc j'ai eu une diversité d'expériences absolument passionnantes, et à chaque fois, la question c'était un peu, quelles sont nos problématiques, comment vous pourriez nous aider à élaborer une vision stratégique. Donc à chaque fois, je me retrouvais avec la problématique de cœur, le fond stratégique de l'entreprise. Et ça, je dois dire, ça me passionnait, d'autant plus que j'avais, à travers ces missions, l'opportunité, évidemment, d'étudier tel ou tel aspect du monde. C'est-à-dire que, quand vous vous intéressez, par exemple, à l'automobile, vous êtes obligé d'étudier la problématique de la mobilité. Quand vous vous intéressez à la nourriture, à l'alimentation, vous vous intéressez à toute la chaîne alimentaire, à l'agroalimentaire, etc. Et à chaque fois, c'était une découverte d'un secteur et une occasion de découvrir le monde sous un angle ou un autre. Et ça, je dois dire que ce mixte de réflexion stratégique et aussi de découverte de la réalité a été passionnant. Alors je l'ai fait en Europe, mais je l'ai fait aussi, en plus j'ai eu de la chance en Amérique et en Asie. Donc ça m'a occasionné de nombreux voyages, découvrir des gens absolument passionnants et m'intéresser à des expériences très très différentes. Et en fait, ça a été une manière de continuer, mais de manière extrêmement vivante, mes études sur le monde, son évolution, la philosophie du monde et de vie. Voilà, c'est ça. Voilà. Et aussi de développer d'ailleurs toute une série de concepts originaux, puisque, en quelque sorte aussi, la valeur ajoutée que je créais pour mes clients dépendait évidemment de ma capacité à créer des concepts un peu originaux, à me différencier moi-même et à apporter des éléments de différenciation aux entreprises. Alors ça passe par quoi? Justement, ça commence avec quoi? Quel nouveau concept vous créez? Quel nouveau club? Vous êtes un homme de réseau, ce qu'on baptise une tête de réseau. Vous créez un certain nombre de think tanks, cercles de réflexion pour réfléchir, agir sur le monde. Ça commence avec quel concept? Alors il y a eu, d'abord il y a eu tout ce travail. J'ai eu la chance de rencontrer Thierry Godin, qui venait de créer le centre de prospective et d'évaluation au ministère de la Recherche, qui était un lieu tout à fait atypique,
Et un homme atypique, Thierry Gaudin, lui-même que nous était, recevrons dans cette émission bientôt. Une personne très très intéressante et atypique. Il était sorti de Polytechnique major, mais plus que de sortir de Polytechnique, il sortait de l'ordinaire. Parce que le général de Gaulle a dit une très belle phrase, il a dit « Ce qui est plus difficile de sortir, c'est facile de sortir de Polytechnique, mais sortir de l'ordinaire, c'est un peu plus difficile. » Alors Thierry Gaudin, lui, il sortait de Polytechnique, mais en plus, il sortait de l'ordinaire. Ouais, voilà. Alors, il a travaillé sur Prospective 2100. Voilà, alors, il nous parlera. Avec qui vous travaillez donc de manière récurrente? Oui, alors ça fait maintenant, ça fait maintenant pratiquement 30 ans que ça existe, hein. Mais à l'époque, donc moi j'avais 25 ans, j'étais encore dans ma période où je gagnais ma vie beaucoup dans la publicité, mais je m'intéressais à des questions de macroéconomiques, à la question du futur de la planète, etc. Et il se trouve qu'il venait de créer ce centre de prospective et d'évaluation avec l'idée, c'est de faire de la prospective à long terme et planétaire. Et je dois dire que je suis tombé dans cette marmite très jeune, et que d'une certaine manière je m'en suis jamais remis, parce que ça m'a marqué, ça m'a absolument passionné, j'en dormais plus, je travaillais 16 heures par jour à étudier tous les livres qui nous passaient sous la main, à écouter les conférences qu'on avait, etc. Et cette question de comment le monde va évoluer, sous quel angle, quels sont les vrais effets de levier, toutes ces questions m'ont passionné. Et ça a été le premier think tank. Alors avec quelle idée derrière? C'est simplement de comprendre, c'est déjà de s'approprier le monde, c'est de le changer, de le faire évoluer, de s'entourer des gens qui permettent cette évolution. C'est quoi? Qu'est-ce qui... À l'époque, je me rappelle, d'ailleurs, j'avais proposé un séminaire... parce que chaque chercheur faisait un peu son propre espace de recherche. Donc moi, j'avais proposé de manière assez vague de définir une thématique que j'appelais la mutation, parce que mon intuition à l'époque, c'est qu'au fond, tout ce qu'on avait connu, on était dans les années 80, hein, tout ce qu'on avait connu jusque-là, était finalement de peu d'enseignement à ce qu'il allait suivre. C'est-à-dire vraiment le sentiment déjà d'une transformation très très profonde du monde, et qui était mal comprise et mal appréhendée par des savoirs qui dataient pour la plupart du XVIIe, du XVIIIe. Donc mon idée, c'était de penser d'une manière nouvelle les transformations du monde actuel. Alors d'une manière nouvelle, c'est-à-dire qui transcende un peu les catégories, les modes écarquants de pensée, les sciences, une approche plutôt intégrale. Voilà, alors il y a eu deux aspects. Il y a eu un premier aspect où j'ai passé peut-être 1 an, 2 ans à étudier ça. C'était, même si cette intuition était là d'une transformation profonde, c'était de valider cette idée. Hein, parce que peut-être qu'on peut avoir une intuition, on peut avoir le sentiment, mais que c'est pas vrai. Donc en fait, ça a été un travail historique, c'est-à-dire que j'ai étudié l'histoire humaine et essayé de comprendre en quoi notre temps était vraiment spécifique. Et alors ça a donné spécifique. Ça a donné la première partie de mon livre qui s'appelle La grille de l'évolution, où en quelque sorte, assez rapidement, je me suis rendu compte que, et j'avais beaucoup aimé Lévi-Strauss qui étudie de manière structurelle les civilisations en essayant de comprendre la structure sous-jacente d'une culture. Et moi, il m'a semblé que c'était assez clair, et à l'époque c'était assez nouveau, qu'il y avait vraiment 3 grandes périodes qui se dégageaient dans l'histoire humaine. Une première période qui a d'ailleurs duré très très longtemps, pratiquement 1 million d'années, qui est une période où l'homme est dominé par une activité qui est la chasse et la cueillette. Après, depuis à peu près 10 000 ans, donc un temps beaucoup plus réduit, une activité où se développe l'agriculture et l'élevage. Et d'ailleurs, pratiquement pendant ces 10 000 ans, des combats entre les chasseurs-cueilleurs restés encore nomades et les agriculteurs qui se sédentarisent. Donc cette sorte de lutte entre ces 2 grands modes de vie et de civilisation. Et puis, depuis pratiquement un siècle, donc on voit l'accélération, ce décollage industriel. Bon. Donc on voit bien que déjà dans le passé, il y a eu des grandes mutations.
Et que pour moi, à l'époque, au-delà des différences culturelles, il y avait structurellement une transformation profonde de l'humanité et de la nature de la culture à partir du moment où l'activité dominante de l'homme changeait. On voit bien que les chasseurs-cueilleurs donnent lieu à des cultures très très diverses, mais qu'au fond, elles ont toutes en commun un certain nombre de points. De la même manière, les agriculteurs-éleveurs, les civilisations du type agraire, sont très différentes les unes des autres, mais en même temps ont des points communs. Alors, et de même avec l'ère industrielle. Voilà. Alors, qui aboutit à quoi? Cette ère industrielle, ou la fin de cette ère industrielle se manifeste comment? Alors, à ce moment-là, on était toujours dans les années 80, eh bien, c'est vrai qu'un certain nombre de penseurs, notamment à Harvard, commençaient à dire, bon, peut-être on peut imaginer qu'avec la diffusion de l'ordinateur, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les ordinateurs n'étaient même pas connectés, mais il y avait l'informatique qui pointait son nez, enfin, est-ce que ça ne va pas modifier encore la civilisation du même facteur, avec une ampleur aussi considérable que le passage de l'ère agraire à l'ère industrielle? Alors évidemment, cette idée qui commençait à apparaître m'a semblé extrêmement fructueuse, et du coup j'ai commencé à analyser ce que pourrait être un nouveau type de civilisation, donc basé sur l'information, que j'ai appelé non pas société de l'information, parce qu'il me semblait que l'information n'était pas l'enjeu essentiel, mais la création et la communication. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà du fait que l'information devient omniprésente, en fait, ce qui fait de la valeur, et on l'a vu depuis de plus en plus, c'est de créer une information nouvelle et de savoir la communiquer. Exactement comme avant, on industrialisait un bien et après on le commercialisait. Bon, aujourd'hui, il faut être capable de créer une information nouvelle et ensuite de la communiquer. Alors, ça, en parallèle, vous montez de nouveaux think tanks Oui, alors après, le fait de travailler pendant 5 ans là m'a donné toute une série de connaissances qui m'ont permis d'écrire le management du 13e millénaire, qui était toute une réflexion effectivement sur, au fond, quelle était la nature de cette nouvelle civilisation et aussi comment l'individu pouvait s'y adapter. L'individu, l'entreprise, l'État et la planète et les enjeux qui allaient se passer. Et là, à partir de là, pendant 20 ans, j'étais absorbé dans l'adaptation de toutes ces réflexions, cette fois-ci à la stratégie concrète des entreprises. Donc c'était absolument passionnant parce que c'était une occasion d'appliquer, si vous voulez, toutes ces approches. Alors après, comme vous dites, par rapport aux entités que j'ai traversées, après, c'est vrai que j'ai rencontré toute une série d'autres think tanks. Le club de Rome, le club de Budapest. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement du club de Rome, de son évolution, enfin, en club de Budapest, l'université intégrale, un certain nombre de chercheurs, en fait, de penseurs de tous ordres? Ça serait difficile d'en parler parce que j'ai rencontré peut-être une vingtaine de think tanks dans le monde, plus ou moins intéressants. Bon, il y en a qui m'ont marqué plus. Bon, il se trouve que j'ai eu l'occasion de rencontrer Erwin Laszlo, qui avait lu mes livres et qui s'y intéressait, qui était le fondateur du club de Budapest. Et donc, malgré mon intérêt assez général pour toute une série de think tanks les plus divers possibles, parce que ça me donnait des sources un peu différentes, bon, plus particulièrement le club de Budapest m'a intéressé. Pourquoi le club de Budapest? Parce qu'il avait d'abord un côté transdisciplinaire. Très souvent, les think tanks sont plus spécialisés. Alors, d'abord, dans les think tanks, il y a des lobbies. Alors, bon, ça, c'est beaucoup moins intéressant parce que c'est juste des intérêts qui sont défendus et la démarche intellectuelle est mise au service d'un intérêt. Donc, on ne pense pas librement, on pense en fait assujetti à un intérêt donné. Donc ça ne m'intéresse pas tellement en tant qu'intellectuel et en tant que chercheur. Et puis après, il y a des think tanks spécialisés, si vous voulez, spécialisés dans l'énergie, spécialisés dans ceci, cela. Or, ce qui me semblait, c'est que c'était très important aujourd'hui, pour différentes raisons, d'avoir une vision pluridisciplinaire, interdisciplinaire, à la fois économique, mais aussi sociale, mais aussi écologique. Et en tant que philosophe, j'étais préparé à ça.
Et le club de Budapest, alors, vous permet de rencontrer un certain nombre de personnalités, de profils de penseurs. Et vous pensez à quoi, justement? Qu'est-ce que vous y faites? À quoi ça vous amène? Écoutez, là, le club de Budapest avait la spécificité de vouloir être transdisciplinaire, d'être aussi interculturel, c'est-à-dire l'idée aussi c'était de dialoguer entre les différentes cultures, les différentes civilisations, et aussi de le faire sous l'angle scientifique, mais aussi sous l'angle artistique et sous l'angle philosophique. Et on pourrait même dire spirituel au sens laïque du terme, c'est-à-dire sans s'enfermer dans une vision, dans des dogmes. Donc ça me paraissait tout à fait important parce que la transformation auquel on est confronté aujourd'hui pose des questions bien évidemment scientifiques, mais aussi artistiques. L'art peut apporter un regard extrêmement intéressant sur toutes ces questions et évidemment hautement philosophique. Et ce que je regrette, c'est que très souvent, au fond, du fait de l'aplatissement du monde à la dimension purement scientifique, on passe à côté de toute une série de questions fondamentales. Donc le club de Budapest, comme il y avait cette ambition explicite de casser les catégories classiques, de dépasser, pas de casser, mais de dépasser les catégories classiques, ça m'a semblé tout à fait intéressant. Alors on a organisé des soirées des amis, qui étaient en fait des occasions d'inviter des personnalités, un peu dans tous les secteurs, et de les faire parler sur les transformations qu'ils percevaient ou des formes originales d'action. Par exemple, on a reçu le WWF qui travaillait sur la biodiversité, et puis d'un autre côté, on recevait un philosophe pour nous parler du lien entre la réflexion et l'action, ou toute une série de penseurs comme ça et de chercheurs dans tous les domaines. Vous avez fait intervenir pas mal aussi Edgar Morin, des gens, des personnalités de cet ordre-là. Oui, alors après, il y avait toute une série de philosophes qui étaient plus particulièrement associés à nos démarches, parce que, comme Edgar Morin, parce que lui-même, il est porteur d'une réflexion globale. Il était complètement dans le cadre de nos réflexions. Mais on a eu aussi Thierry Godin qui est venu, Patrick Vivray. Alors, on a même eu des réflexions beaucoup plus spéciales sur l'économie, sur la monnaie, mais en essayant de sortir de l'économie dans sa logique purement financière. Et tout ça a préparé le chemin au sentiment qu'au-delà des différents aspects et des différents domaines abordés, on voit bien aujourd'hui, comme le dit très bien Einstein, qu'on ne résoudra pas les problèmes du monde avec les outils ou le mode de pensée qui les a créés. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le changement de paradigme. On a besoin, face aux problématiques actuelles, de faire un saut au-delà des modes de pensée classiques, de repenser... de repenser la pensée. De repenser la pensée, oui. Alors ça, c'est nos cartes cognitives, voilà, bouleverser tout ça. De repenser la pensée. D'ailleurs, je crois qu'il y a un livre de Edgar Morin, complètement la méthode de la méthode, donc c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, on sent bien que si on reste enfermé dans des catégories ou dans des manières de penser qui ont été forgées, d'ailleurs, dans une grande mesure, au moment du passage de l'ère agraire à l'ère industrielle vers le 17e, 18e, 19e, eh bien, on est incapable à la fois de résoudre les problèmes que pose l'ensemble de ces modes de pensée transformés en action, et notamment, par exemple, le déploiement extraordinaire de notre puissance énergétique qui crée une situation nouvelle au niveau planétaire, de dégradation, et on voit bien que là on est un peu en difficulté de penser cette dégradation, enfin c'est ce qu'on appelle ces externalités négatives dans le cadre de l'économie classique. Donc on voit bien la nécessité de penser d'une nouvelle manière. Et en fait aussi, quand j'ai travaillé au ministère de la Recherche, déjà à l'époque, j'avais remarqué que chaque fois qu'il y a eu une grande mutation, passage de l'ère chasse-cueillette à l'ère agraire, de l'ère agraire à l'ère industrielle, en fait, et c'est là où c'est très intéressant le lien entre la pensée et l'action, c'est-à-dire que la grande mutation, par exemple la révolution industrielle ou tout simplement la révolution française tout court, en fait, elle est préparée par toute une série de philosophes, de penseurs, un siècle avant, qui commencent à réfléchir et à donner des cadres conceptuels. Des cadres, des nouvelles clés. Des nouvelles clés de lecture, etc. Donc, il m'a semblé, en tant que philosophe,
il m'a semblé extrêmement important d'élaborer cette nouvelle pensée, en fait. Et c'est que c'était une action aussi. Bon, il y a toujours ce rapport entre la pensée et l'action, de se dire, mais est-ce que penser sert à quelque chose? Bah, ça dépend, si vous voulez. Bien sûr, penser, si vous pensez la même pensée que celui d'à côté, ça sert pas à grand-chose, si vous voulez, parce que, bon, encore, agir la même action que celui d'à côté, c'est productif. Mais penser la même chose que son voisin, vous voyez, c'est pas très productif, parce que ça change rien. Par contre, penser différemment, penser le futur, construire, forger les outils conceptuels qui vont permettre à l'humanité de se déployer dans le futur, ça, c'est une pensée éminemment active, même si elle active et positive. Et positive, voilà. Donc, alors, là, on s'est vraiment attelé à ça. Alors, comment naît Design Me a Planet? Qu'est-ce que c'est? C'est une association, c'est un think tank? Qu'est-ce que vous y faites? C'est de la branlette intellectuelle? C'est quoi? Alors, si vous voulez, là, il y a un maillon. Il faut ne pas oublier un certain maillon. Parce qu'il y a eu donc les soirées des amis, on a invité des tas de gens. Et puis après, il y a eu l'idée de fonder l'université intégrale, où, comme le nom l'indique, université intégrale, l'idée là, c'était une rupture, une sorte de refondation de la pensée universitaire, de l'universel en fait, sur des nouvelles bases épistémologiques. Donc là, on a fait finalement une dizaine de journées autour de cette thématique. On en a fait 4 livres, Prospective d'un monde en mutation, toute une série de livres qui ont été publiés chez l'Harmattan. Et il nous est apparu à ce moment-là, dans le cadre de cette démarche, qu'il était nécessaire d'encore franchir une nouvelle étape et que maintenant qu'on avait un peu compris la nouvelle pensée, qu'on avait compris les différentes manières dont cette nouvelle pensée pouvait se déployer dans différents champs, eh bien, il restait quelque chose qui devenait urgentissime, c'était de penser la planète, de penser le futur de la planète à long terme, et de penser surtout un chemin positif pour la planète. Alors pourquoi un chemin positif? Qu'est-ce que vous découvrez? Là, c'est né de quelque chose qui aujourd'hui est fortement communiqué à tout le monde. Comme dit Jacques Chirac, un grand penseur, philosophe. La maison brûle et nous regardons ailleurs. Il est évident qu'aujourd'hui, et ça m'a surpris dans mon travail de prospectiviste et de stratège, que, si vous voulez, le scénario qui a le plus de chances d'arriver, le scénario business as usual, où en fait on ne bouge pas nos habitudes, on continue comme d'habitude, eh bien nous amène à une catastrophe. Alors on le savait déjà dès les années 80, parce que justement le Club de Rome nous alerte là-dessus en écrivant un livre qui a fait le tour de la planète, qui était Halte à la croissance, qui était une mauvaise traduction du livre américain. Mais l'idée en tout cas, c'était de se dire que on ne pouvait pas continuer avec une croissance purement économique, productive et destructrice. Oui, c'est-à-dire que toute l'économie est basée sur la logique de croissance et d'une croissance illimitée et exponentielle, et en même temps on est tout de même sur une planète limitée. Donc il y avait cette sorte d'idée toute simple, mais simplement le rapport était aussi de faire des modèles mathématiques, des modèles de croissance, et de montrer effectivement qu'autour des années 2000, 2010, ça commençait à poser des problèmes. Donc dès les années 80, on savait tout ça. Mais simplement, on laisse faire, ça moi ce qui m'a surpris, c'est, si vous voulez, c'est finalement que tous ces modèles, les plus grands dirigeants de la planète, les plus grands dirigeants d'entreprises ont eu ces modèles entre les mains, et que finalement, à un certain nombre de domaines, dans un certain nombre de domaines, les virages étaient pris, mais dans d'autres, pas du tout. Alors, les virages étaient pris où, et ils n'étaient pas pris dans quel domaine? Alors, l'endroit où peut-être le virage a été le moins pris, c'est déjà dans celui de l'énergie. Parce que même encore aujourd'hui, dès les années 80, on se rend compte que le pétrole, c'est pas infini, que c'est géostratégiquement pas évident d'y accéder, etc. Et en plus, il ne faut pas oublier que les années 80 et la difficulté des années 80 sont issues déjà du premier choc pétrolier. Donc, si vous voulez, là, on est vraiment dans un sujet cœur, parce que toute notre civilisation, la société industrielle, elle est basée sur le pétrole, elle est complètement liée au pétrole.
Et dès le début de nos réflexions dans les années 80, on se rend compte que ce lien est dangereux. Mais en même temps, aujourd'hui, quand vous travaillez sur ces questions, vous vous apercevez encore que pour les 30 prochaines années, on ne sait toujours pas comment on se libère réellement du pétrole. Bon, ça c'est un exemple, mais si vous voulez, il y avait d'autres exemples beaucoup plus significatifs. Il y a un autre exemple, évidemment, qui était déjà à l'époque d'actualité, qui depuis est devenu beaucoup plus popularisé, c'est évidemment la biodiversité. C'était le fait que de plus en plus d'espèces animales, végétales disparaissaient du fait de la croissance de la population humaine et le fait que l'animal, entre guillemets, humain, prenait toute la place. Alors, dès ces années-là, il y avait aussi, et c'est là où on a un track record, comme on dit, c'est-à-dire on a toute une série d'analyses qui nous permettent de vérifier ce fait, c'est le réchauffement planétaire. Et alors évidemment, le réchauffement planétaire, en l'occurrence, lui, même s'il est, j'allais dire, un peu sournois, invisible par rapport à d'autres problèmes comme la prolifération nucléaire, dont tout le monde a peur, par exemple, le réchauffement planétaire, en fait, quand vous étudiez en profondeur ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Parce que, d'abord, il y a un phénomène d'hystérésis, c'est-à-dire que, comme on est sur un gros navire, c'est un peu le syndrome Titanic, évidemment... On ne peut pas l'arrêter, il y a des choses, les conséquences... Voilà, les conséquences se déploient sur un siècle, si vous voulez. Même alors, si les causes arrêtent à un moment donné. Voilà, il y a une hystérésis très très lente. Donc le danger, là, c'est de se réveiller, mais qu'il soit trop tard, parce que même si on s'arrêtait maintenant, par exemple, si on arrêtait les émissions de CO2, c'est pas pour ça que la chaleur n'augmenterait pas tout le siècle prochain. Simplement, peut-être on pourrait limiter le caractère dramatique de ce réchauffement. Alors, dans Design Me a Planet, justement, vous établissez, vous regardez vous observez, vous faites appel à un certain nombre de scientifiques et vous établissez 4 scénarios possibles du futur de la planète. Oui, alors Design Me a Planet est né de ça, c'est-à-dire ce sentiment qu'au fond, on ne pouvait pas continuer à rester dans soit un déni, c'est-à-dire se regarder ailleurs, soit juste dire c'est catastrophique, on va rentrer dans le mur, si vous voulez. Bon, et c'est d'ailleurs né d'une discussion avec un homme politique, il m'a dit, mais écoutez, je comprends tout ce que vous me dites, bien sûr, mais je suis au courant, bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Proposez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Non, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Parce que, effectivement, j'ai découvert aussi que, au fond, un homme politique et un homme d'action, un chef d'entreprise, lui, il faut un chemin de route concret. Il ne peut pas passer des années à étudier, comme moi je l'avais fait tranquillement, les grands enjeux planétaires. Lui, il lui faut une action. Il faut qu'il mette devant, dans le cadre de son mandat, une action. Et donc, en fond, quand plus j'ai étudié ces questions, plus je me suis aperçu qu'une des raisons pour lesquelles le virage n'était pas pris, c'était que tout simplement, il n'y avait pas d'alternative. Il n'y avait pas... on rentrait dans le mur, mais le seul chemin connu, c'était de rentrer dans le mur. Voilà. Bon. Et donc, Design Me a Planet, c'est devenu une obsession pour moi à ce moment-là, parce que je me suis dit, mais il faut à tout prix qu'on trouve au moins des chemins alternatifs, sinon on n'a aucun espoir. Et l'idée, c'était de sortir de cette désespérance où soit on est dans le déni, non, il n'y a pas de problème, soit on est dans le catastrophique, bah oui, c'est déjà trop tard, quoi. Oui. Donc il fallait à tout prix sortir de là. Donc l'idée, ça a été de construire, effectivement, d'essayer de comprendre, évidemment, ces enjeux, mais aussi de construire positivement des scénarios alternatifs souhaitables. Alors on va voir justement un petit peu en détail ces quatre scénarios. Alors les 3 premiers et puis le 4e qui est peut-être non pas la solution mais un chemin possible que vous envisagez, que vous proposez. Les premiers scénarios sont comment ? Alors, à vous lire, ils font peur. Il faut voir un peu la difficulté aussi de l'élaboration de ce genre de choses. Parce qu'évidemment, au début, je dois dire que je suis parti un peu la fleur au fusil en me disant ça va être très très facile. Et puis, en fait, à mesure que je creusais, c'était de plus en plus difficile. Alors, en plus, vous imaginez bien qu'il ne s'agit pas de retomber dans l'idéologie. Il ne s'agit pas de retomber dans les idéologies du XVIIe, du XVIIIe et de proposer
proposer une utopie marxiste ou communiste à nos problèmes actuels. Oui. Donc, en fait, c'est pas tellement évident, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de problèmes majeurs qui font qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'être sûr que ce cheminement, un cheminement positif, sera possible. Mais en tout cas, après avoir buté pendant 2-3 ans à tourner les questions de tous les côtés, on est arrivé, et là je veux dire, tout mon travail de consultant passé m'a beaucoup aidé, à faire ce que font les consultants quand ils ne savent pas trop comment expliquer les choses, c'est faire une matrice. Voilà. Et on est arrivé à une matrice avec 4 cases. Bon, voilà. On a coupé le cheveu en 4. Ça sent le Porter, le McKinsey, le BCG, tout voilà. ça. Et là, en tout cas, ça permet d'éclairer bien les choses. Alors, le premier scénario, alors c'est pas des scénarios qui sont monolithiques, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des familles de scénarios. Des archétypes. Oui, c'est des sortes d'archétypes, c'est des familles de scénarios. Et évidemment, dans chacun des 4 grands méta-scénarios, il y a des sous-scénarios avec des variétés très grandes. Alors premier. Mais le premier, bon, alors la robustesse de ces scénarios, en fait, c'est que, si vous voulez, ils naissent de la discussion que j'ai eue avec des centaines de décideurs ou de citoyens dans le monde entier. Et donc, en fait, de scientifiques, de penseurs aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que petit à petit, on est arrivé à les positionner et à dégager 4 grands méta-scénarios qui d'ailleurs ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien arriver tous les 4 ensemble. Et d'une certaine manière, pourquoi ils sont robustes? C'est parce qu'en fait, ils sont dans la tête des gens, donc du coup, les gens vont les faire se réaliser assez rapidement. Alors le premier... Et s'ils y adhèrent, s'ils y croient, effectivement, voilà, c'est ça, c'est ça qui va se passer. Voilà. Alors il y a un premier scénario qui est un peu dans la tête de tout le monde et qui fait peur, et à juste raison, mais en même temps qui a une certaine attraction, c'est tout simplement l'éclatement. Bon, on le retrouve partout, c'est-à-dire que partout dans le monde où vous allez, même là je reviens des États-Unis, il y a des gens qui veulent se séparer. Comme c'est un peu le désordre, comme les choses se tendent, au fond on a l'impression que si on se retrouve entre nous, entre tribus, communautés, entre communautés, on fractionne, on revient à soi. Voilà, par on revient avec des gens autres. qui pensent la même chose que moi. Bon, bah, au moins, on va pouvoir avancer, etc. Bon. Donc fractionnement aux États-Unis, ça veut dire que des États pensent à demander leur indépendance. Voilà, c'est ça. Ou alors, par exemple, vous avez les Hispaniques qui veulent rester entre eux, ou vous avez les Chinois entre eux, etc. Bon, ce communautarisme qui est extrêmement fort aux États-Unis, quand tout va bien, bah, il se dissout dans la pensée mainstream, mais quand ça va mal, au contraire, on le sent remonter très vite, et comme il y a plein de communautés différentes, chacun a tendance à s'organiser en tant que tribu. Mais on le voit aussi en France, dans les banlieues, où il y a une sorte de multiplication des gangs. À la limite, à la fin, on arrive à une civilisation de gangs. Et c'est ça qui est très dangereux, parce qu'en fait, même si cette tendance peut apparaître sympathique dans un premier lieu, en fait, à la fin, ça aboutit à des affrontements, et à des dérives terribles. Par exemple, on connaît cet effritement au moment de la fin de l'Empire romain, en 500, et là, on sait que 2/3 de l'humanité a disparu, 2/3 de l'humanité du bassin méditerranéen. Sans que d'ailleurs ça fasse histoire, sans qu'il y ait beaucoup de personnes pour raconter ce qui s'est passé. Parce que jusqu'à ce moment-là, on raconte, on a les textes, on a de l'écriture, on a des arts, et puis à partir de ce moment-là, fractionnement, et on perd en culture, on perd même l'écriture, l'écriture est maintenue pendant 1000 ans uniquement dans les grands monastères, mais sinon... tout se distend, se dissout, et la forêt progresse, etc. Donc cet éclatement, c'est un premier scénario, mais c'est le scénario peut-être du pire, du chaos, mais devant les difficultés auxquelles on est confronté, on le voit déjà apparaître quelque part. Après, il y a le scénario rouge,
Bon, ça c'est le premier scénario qu'on a donné une couleur, c'est le violet. Le deuxième scénario, c'est le scénario rouge. Bon, le scénario rouge, c'est le clash des civilisations. Là, il n'y a pas d'effritement. D'ailleurs, le scénario rouge, c'est un peu un scénario contre le premier. C'est-à-dire que les grandes civilisations arrivent à se maintenir. Mais par contre, comme elles s'opposent les unes aux autres, on aboutit à une sorte de guerre totale, mais pas celle des tribus, mais celle des grandes civilisations les unes contre les autres. Ça, c'est le scénario de Huntington. C'est le scénario, d'ailleurs, défendu... Du choc des civilisations. Beaucoup, ou étudié beaucoup par les défenses, par les armées, par les ministères de la Défense, parce qu'ils sont dans cet esprit de toujours essayer de comprendre les grandes confrontations. Ceci dit, ils ont été un peu débordés, puisqu'on voit bien que le scénario violet a été lui-même d'actualité, puisque d'une certaine manière, le terrorisme, c'est du scénario violet. C'est un repli, et en même temps qui s'agrège avec une part civilisationnelle. Voilà, c'est ça. Et on voit bien là que le scénario rouge, s'il devient un peu trop tragique, ben, il s'éclate en scénario violet, et le scénario violet a tendance à pousser, à motiver les grands ensembles civilisationnels de se protéger et de se ressaisir. Alors, ceci dit, ce deuxième scénario qui passe par, après, un anéantissement, on va dire, carrément de l'humanité et de la planète. Ben, c'est-à-dire que ce scénario-là, qui est en fait un scénario des grandes civilisations, toutes les unes contre les autres, c'est celui qui se poursuit depuis 10 000 ans. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à une limite des ressources qui va faire qu'il risque de s'amplifier jusqu'à l'affrontement final. Et à ce moment-là, la destruction de la planète, puisqu'on a les moyens de détruire complètement la planète. Donc ce scénario rouge, c'est un des plus probables, d'ailleurs c'est celle que étudie la CIA, par exemple, etc. Mais c'est en même temps... justement le scénario qu'il faut éviter. Mais le monde business, si on ne bouge pas, mécaniquement, on est plus ou moins dans ce scénario-là. Parce que si vous voulez, il va manquer d'eau, il va manquer de pétrole. Donc après, à un moment donné, chaque grande civilisation va vouloir avoir accès vitalement à un certain nombre de ressources et sera prêt à tout. Donc à ce moment-là, si on est encore dans ces logiques de grandes civilisations les unes contre les autres, ça va s'exasperber et on aboutit à une catastrophe. Avec un appauvrissement en même temps des peuples, avec un développement du totalitarisme pour continuer la civilisation telle qu'elle est. Vous décrivez jusqu'à ce niveau de finesse. Voilà. Alors le troisième scénario. Le troisième scénario, c'est le scénario orange. Alors le scénario orange, je l'ai appelé le meilleur du monde. Le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes. À la Aldous Huxley, c'est voilà, vraiment ça. C'est pas un monde meilleur, attention. Voilà, c'est pas un monde meilleur, c'est le meilleur des mondes. C'est-à-dire que là, on a tout de même, dans ce scénario-là, des grandes découvertes qui nous permettent de résoudre les problèmes majeurs, comme par exemple l'émission du CO2. On imagine une technologie qui nous permet de capter le CO2. Avec des aspirateurs à CO2, par exemple, il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent ça. On trouve une manière de faire de la fusion froide et de produire des masses d'énergie considérables, etc. Mais on ne remet pas en cause, si vous voulez... Les modèles économiques. Les modèles économiques, sociaux, etc. Et donc, en fait, si on regarde, si on prolonge ça, on voit bien que la technologie, en devenant hyper technologique, vient renforcer les boucles d'enrichissement, de concentration de la richesse, et aboutit à une société qui, en quelque sorte, devient de plus en plus massivement contrôlée, inégale et totalitaire. Mais... évidemment, alors pourquoi ? Parce qu'il y a une mainmise des ressources primordiales, une fois de plus, entre les mains d'un petit nombre d'individus ou de sociétés qui vont imposer leur volonté au monde et qui vont éviter toute explosion du monde, tout fractionnement tel qu'on peut l'avoir dans le scénario 1. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est pour ça que c'est tout de même le meilleur des mondes. C'est-à-dire que par la technologie, par le contrôle, par la police, on empêche le clash des civilisations, on empêche aussi l'effritement,
Mais comme on ne remet pas en cause, par exemple, le crédit, les intérêts, toute la marche de l'économie, le mode de comme production de plus et en plus, il y a plus de moins en moins de travail, ben, vous arrivez vraiment à une société à deux vitesses, c'est-à-dire avec des riches qui vivent dans une sorte de bulle hyper protégée et qui contrôlent tout le reste, et puis tout de même beaucoup de misères qui sont mis sous cloche et contrôlés, quoi. Et y compris avec des drogues ou avec tous les moyens possibles pour que les gens restent tranquilles, quoi. Ah bon, parce que la drogue, ça permet de maîtriser les gens ? Oui, tout à fait, bah, notamment les calmants, tout ce qui va permettre aux gens. Alors en plus, on peut imaginer, puisque maintenant on connaît mieux en mieux le cerveau, comment effectivement, à la fois électroniquement et par différentes drogues, contrôler l'ensemble de populations de plus en plus. Alors ça, c'est le meilleur des mondes. Les scientifiques travaillent là-dessus quand même, et puis l'armée aussi pas mal. Ah bah de toute façon, le scénario le meilleur des mondes, quelque part, il est quelque part dans l'imaginaire de la technostructure, parce que finalement, c'est une manière de faire évoluer les choses sans les faire évoluer, si vous voulez. On récupère le meilleur de la technologie, mais sans vraiment faire évoluer les choses. Après ces trois scénarios, on va dire, de repli, de choc et d'anéantissement des civilisations, de dérives totalitaires, il y a quand même donc un scénario que vous avez voulu, souhaiter, positif, évolutif. Vous avez longuement réfléchi pour ne pas céder au pessimisme, à la dépression après avoir vu l'évolution actuelle du monde. Mais vous êtes arrivé quand même à imaginer un chemin possible. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'était très difficile parce que, effectivement, quand on regarde les trois premiers scénarios dont j'ai évoqué les grandes lignes, d'abord, ils sont complémentaires, l'un menant à l'autre, plus ou moins, et l'un pouvant se dégrader dans l'autre. Mais en plus, ils sont extrêmement probables. Parce que, tout simplement, c'est des scénarios qui sont déjà en œuvre actuellement. On voit bien la dérive techno-scientifique du monde meilleur, du meilleur des mondes, que certains écrivains avaient déjà prédit d'ailleurs. On voit tout à fait la possibilité de le réaliser. Aujourd'hui, c'est pratiquement à portée de main. Alors pourquoi ce dernier scénario n'est pas évident, c'est que, en fait, du fait des problèmes globaux dans lesquels on est, la croyance qu'une petite partie de l'humanité va pouvoir s'en sortir, parce que c'est derrière le scénario techno-scientifique, il y a un peu cette croyance-là, qu'en tout cas une élite va s'en sortir. En fait, quand on prolonge les courbes, on s'aperçoit que c'est peu probable. Que, effectivement, et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant d'une certaine manière, soit on va s'en sortir un peu plus ou moins tous ensemble, soit on va tous mourir on va tous y passer, parce qu'en fait, justement, les problèmes sont tellement globaux et tellement massifs que le fait de croire qu'on va pouvoir faire une petite île de lumière au milieu et se protéger de la catastrophe globale, ça me semble, y compris comme on le pense aux États-Unis, avec des moyens scientifiques considérables, avec le fait qu'on peut imaginer un homme augmenté, des êtres humains génétiquement modifiés, extrêmement smart, intelligents. Bon, néanmoins, si on dépasse 6 degrés, par exemple, de réchauffement planétaire, eh bien, même des individus augmentés auront du mal à s'adapter. Bon. Alors, le quatrième scénario, il est le moins probable, mais il est en même temps le plus souhaitable, et il est surtout le seul qui soit souhaitable. Et c'est ça qui fait que peut-être il va avoir lieu. Il risque d'avoir lieu aussi parce que les trois autres vont apparaître de plus en plus comme des cul-de-sac, alors qu'ils n'étaient pas des cul-de-sac jusqu'à par exemple, la dérive technocentrée est tout de même liée un peu à l'idée du progrès, d'un progrès technique qui résout tous les problèmes les uns après les autres. Et ça, au fond, au 19e et au 20e, ça a été vrai. Pourquoi ça ne le serait plus au 21e, vous voyez ? Donc,
ce qui est en train de se passer, c'est une sorte de prise de conscience, d'abord des gens les plus éduqués, mais qui est en train de se généraliser. Et en quelque sorte, de plus en plus de gens, soit de manière obscure ou soit de manière tout à fait raisonnée, se rendent bien compte des limites des 3 scénarios précédents. Alors le 4e scénario, c'est évidemment une évolution. Il nous faut l'aide de la technologie, il nous faut effectivement des sauts technologiques majeurs, ne serait-ce que pour éviter le réchauffement climatique et le CO2, mais il faut aussi une transformation sociale et écologique. C'est-à-dire que là, on est sur un scénario où, par exemple, la société civile prend à bras-le-corps la question de la démocratie, renouvelle la démocratie. Alors, c'est-à-dire... Alors déjà, comment s'appelle ce scénario? Alors ce scénario, on l'appelle... On a un nom un peu particulier. Par contraste avec le meilleur des mondes, on a appelé ça un monde meilleur. Vous voyez ? Et effectivement, il faut bien distinguer les deux, mais ils sont un peu... ils sont souvent mélangés, ces deux scénarios. Et les gens ont du mal à les discerner l'un de l'autre. Alors, quels sont les critères qui tiennent... on tient compte de quoi dans ce scénario? Alors, vous dites une démocratie renouvelée, qui passe C'est-à-dire par que, quoi, si vous voulez, la différence entre le premier et le deuxième, entre le 3e et le 4e plutôt, c'est-à-dire le scénario le meilleur des mondes et un monde meilleur, c'est que dans le meilleur des mondes, en fait, on est dans la technostructure, on est dans l'invention scientifique, mais sans réflexion et sans évolution surtout sociale et écologique. Et donc c'est pour cela qu'à un moment donné, ce déchaînement de la technologie, finalement, permet de donner l'illusion peut-être à un petit nombre de s'en sortir, mais au fond, ne résout pas les problèmes de fond, qui sont, par exemple, le fait qu'on va passer de 7 milliards à 9 milliards d'êtres humains, et que donc le fait de faire vivre ces 9 milliards sur notre petite planète pose des questions qui ne sont pas simplement d'ordre technique, mais d'ordre social. D'ordre social, d'organisation, de vivre ensemble. Voilà, de vivre Vraiment. ensemble. Et que tant qu'on ne les aborde pas, de la même manière qu'on les a abordés à une autre époque, dans le passage de l'ère agraire à l'ère industrielle, eh bien, on a inventé un nouveau vivre ensemble. Ben là, aujourd'hui, il nous faut inventer un nouveau vivre ensemble. Alors, qui passe par quoi? Alors, il passe déjà par le fait d'utiliser pleinement les nouveaux outils qu'on a. La démocratie, elle est ressortie renforcée de l'ère industrielle parce qu'on a su utiliser, par exemple, la presse pour créer un débat. Aujourd'hui, on a avec les technologies de l'information, avec Internet et tout ça, on aurait de quoi créer un grand débat planétaire sur les grands enjeux. Et d'une certaine manière, il est engagé. Bon, aujourd'hui, par contre, ce grand débat, il n'est pas relayé, il n'est pas, il est en quelque sorte, il a du mal à embrayer sur la réalité parce que les technostructures restent égales à elles-mêmes, parce qu'en fait, il n'y a pas de démocratie participative et que les gens peuvent réfléchir autant qu'ils veulent. C'est pas pour ça que ça va avoir des actions sur l'évolution de la société. Voilà, c'est ça. Donc il y a tout un renouvellement de la démocratie qui est capital. Et puis, il y a aussi, évident, à réinventer une écologie, mais non pas une écologie comme on va sauver les petites abeilles parce qu'elles sont bien gentilles, et puis non, réintégrer... Une écologie globale et planétaire. Voilà, réintégrer... Une écologie de vie, de l'environnement, de l'économie, de tout. Réintégrer en fait le social et l'écologique dans l'économie. Et ils n'auraient jamais dû être sortis, ils n'auraient jamais dû être des options, si vous voulez. Parce que l'économie, c'est par définition une réflexion, évidemment, sur les flux d'argent et de matière, mais c'est aussi une réflexion sur le social et c'est aussi une réflexion sur le système dans sa généralité. Or, c'est vrai qu'une vision mécaniste, une vision sur les bases du 19e, du 18e, ne permet pas de réfléchir cette interaction des différents niveaux de complexité. Et ça, par contre, la pensée systémique, la pensée complexe, nous permet de réfléchir à ça. Donc, si vous voulez, c'est là qu'on voit l'importance du changement de paradigme du système de représentation, c'est qu'il nous faut vraiment passer d'une vision mécaniste
Et c'est intéressant parce que j'ai commencé ces recherches rue Descartes. Donc, cette manière de séparer, de couper les choses en morceaux et de voir les causes à effet d'une manière linéaire, il faut dépasser cette manière de penser et penser les choses beaucoup plus comme des interactions. Un système interrelié, interagissant. Voilà, avec toute une complexité, etc. Donc, pour finir, on voit bien que les grands facteurs clés de succès de ce quatrième scénario, qui est souhaitable, eh bien, c'est la première chose, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de manière de penser. Mais alors, qui passe par quoi concrètement? Alors, ça passe par l'intégration de la culture orientale et de la culture occidentale. Ça passe par l'intégration de la science, mais aussi de l'art et de la philosophie. Ça passe par le fait de penser la complexité non plus en séparant chacun des domaines, mais en faisant des modèles permettant de comprendre le tout. D'une manière générale, c'est ce qu'on appelle la systémique, c'est-à-dire la science des systèmes complexes. C'est une approche du tout et non pas de la partie, c'est-à-dire une approche, comme on dit en anglais, holistique. Et c'est une vision intégrale dans le sens où on essaye d'intégrer plutôt que de séparer l'ensemble de ces problématiques. Et évidemment, ça va passer par la transformation un nouvel individu, mais ça on l'a connu par le passé, le passage du serf au citoyen, ça a été une métamorphose totale de l'identité humaine. Et là aujourd'hui, on est en train de forger un nouvel homme qui va devenir ce que j'appelle holomorphe, c'est-à-dire un homme à la fois capable d'agir localement et de penser globalement. Alors on va s'arrêter là-dessus, ça va nous faire du teasing pour notre prochaine émission. Vous êtes sur Radio Widoubiz avec Michel Salofkost dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. On va voir dans une seconde émission comment justement on peut créer cet homme ou cette civilisation holomorphe, par quoi ça passe, quel type de transformation concrète de l'individu, de l'homme avec un grand H, des organisations, des États, de la planète. Merci.